Et on se retrouve pour terminer la perm avec un court sujet. Donc il y a Amel Bentounsi qui est là avec nous ce soir, ainsi que Yessa Belkhodja. Merci à toutes les deux d'être là. Merci à vous. Est-ce qu'il est nécessaire de vous représenter? Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement vous représenter, même si vous étiez là aussi hier Alors, Amel Bentounsi, sœur d'Amine Bentounsi, et membre et fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine. Merci beaucoup. Yessa Belkhodja, membre du collectif de défense des jeunes du Mantois, qui s'est fondé au lendemain des interpellations des 151 lycéens en 2018 à Mantes-la-Jolie. On s'en souvient. Merci à toutes les deux d'être là. Donc, si vous êtes là ce soir lors de la perm, c'est pour rappeler l'événement, la grande manifestation que vous organisez le 21 avril prochain, qui s'appelle... Racisme en France, racisme et islamophobie en France, nos enfants en danger. Nos enfants en danger. Voilà, cette marche-là, vous la préparez depuis longtemps. En quoi elle est importante et pourquoi est-ce que vous appelez les gens à se mobiliser à cette date-là avec quand même de l'avance? C'est-à-dire que c'est un gros rendez-vous. Les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est pas une manif comme ça, c'est quand même un gros rendez-vous. Ouais. Voilà. Exactement. Alors pourquoi cette date? Je vais laisser Amal en parler. Alors pourquoi cette date? Il nous a paru symbolique avec Yessa, la date du 21 avril 2024, puisque c'est la date anniversaire de la mort de mon frère, Amine, qui a été tué le 21 avril 2012. Donc ça va faire presque 12 ans maintenant. Pour rappeler son histoire aussi, parce que ça a été l'un des premiers jeunes prisonniers de France à l'âge de 13 ans. Donc il a été tué socialement et pour finir par être tué physiquement par un policier. Et la volonté pour nous de vouloir organiser cette marche, c'est aussi le constat qu'on a fait depuis ces dernières années avec toutes ces lois liberticides et sécuritaires qui ont été votées contre les enfants, qui sont plus considérés, qui ciblent uniquement les jeunes des quartiers, qui sont plus considérés comme des enfants mais des adultes, et on assiste à des séquences, ouais, exactement, à des dingueries. Quand vous avez des jeunes de 11 ans qui sont interpellés à leur domicile sous prétexte pour apologie du terrorisme. Donc là, on a atteint un degré de violence qu'on doit dénoncer. Et voilà, c'est... Ouais. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais, Amal, sur la mort d'Amine, d'abord à l'âge de 13 ans. Des Amine, il y en a des millions en France. Dans les quartiers, ils sont 13 ans et même parfois plus jeunes. Ce que la France aujourd'hui appelle la délinquance juvénile, il faut la mater déjà depuis très longtemps, donc via un système juridique et judiciaire qui maltraite ces gamins-là particulièrement, les gamins indigènes, les gosses de quartier, arabes ou noirs. Mais depuis quelques années, il y a quand même une montée comme ça en puissance de ce déni du droit à l'enfance, qui n'est pas quelque chose comme ça que nous, mères, sœurs, c'est pas juste comme ça un instinct, un souci de protection qui nous anime, c'est une réalité politique. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans peut être considéré comme un futur terroriste, un potentiel terroriste. Et puis ce qu'on dénonce dans l'appel, et il y a des tribunes on va travailler sur certaines tribunes, c'est-à-dire qu'on va déployer les différents thèmes qui sont abordés dans l'appel. Donc il y a les violences judiciaires, les violences policières, les crimes policiers, les violences carcérales, les violences institutionnelles de manière globale. Dont à l'école, par exemple. Exactement, Maria, merci, parce que j'allais y venir. Et à mon sens, on en a beaucoup discuté, parce que dans les exemples qu'on donne, c'est des violences perpétrées sur des enfants par l'institution qui est l'école. Et quand on s'intéresse au sujet de l'école, on entend beaucoup dire qu'aujourd'hui en France, l'école est en danger. Moi, j'ai envie de dire, nos enfants sont en danger. Enfin, je veux dire, l'école française met nos enfants en danger, et elle s'inscrit finalement, en fait, je veux dire, quand les profs dénoncent aujourd'hui le manque de moyens, etc., ils ne précisent pas forcément en fait, dans quelle partie de la France
ces manques de moyens sont les plus conséquents, les plus importants. Donc ce truc en fait de manifester, c'est pas forcément un reproche, hein, ce truc de manifester pour plus de moyens, etc. Moi j'ai envie de leur dire en fait, il faut d'abord protéger ces enfants-là, et ensuite parler de protéger ce sanctuaire que devrait être l'école, parce que finalement en fait l'école aujourd'hui en France, l'institution qu'est l'école, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien parce qu'elle s'intègre parfaitement dans ce qu'on pourrait appeler l'état racial intégral. Elle doit fonctionner comme ça. Les discriminations, d'abord, qui s'adressent aux enfants populaires, enfin, qui vont stigmatiser davantage les enfants des quartiers populaires, mais surtout les Arabes, les Noirs, musulmans notamment. Parce que ce qui met en danger aujourd'hui nos enfants, et on en parle dans l'appel, c'est des violences qui sont à la fois morales, psychiques, physiques, celles qui vont jusqu'à causer la mort. Donc Naël notamment, et plus récemment Théodore, Justin. Donc il y a une forme de triptyque au niveau des institutions, et on part de l'école qui est la mère de toutes les violences. En tout cas, en fait, la première rencontre avec les violences institutionnelles. Donc nos enfants, en fait, ils la vivent, ils la subissent en tout cas à l'école. Oui. Et après au quotidien, dans leur rapport à l'extérieur. Et du coup, là, Mal, tu peux prendre le relais sur les violences policières. Et on voit aussi le traitement médiatique qui est fait de cette jeunesse aussi, qui, quand il y a un mort, donc pour l'exemple de Naël, quand il y a des manifestations et que ces enfants sont interpellés, c'est des gamins, on peut dire que c'est des gamins, et qu'ils payent le prix, un prix lourd de conséquences, et ça c'est problématique. Alors qu'en face, vous avez des institutions qui commettent des violences, et pour lesquelles on doit se battre pour que ces gens issus de ces institutions soient condamnés. Des condamnations en demi-teinte, bien évidemment, mais voilà, donc entre guillemets, quelques condamnations, parce que c'est pas la majorité des protagonistes qui sont condamnés. C'est encore, il faut que les familles mènent un combat, il faut que la société mène ce combat aussi pour que ces policiers soient condamnés. Et quand il y a des condamnations, on l'a vu comme dans l'affaire de Théo, parce que Théodore Luaka, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais c'est une violence aussi parmi tant d'autres. Celle-ci, elle a été médiatisée. Malheureusement, il a subi il a eu un handicap avec une mutilation. Donc, c'est ce qui a fait qu'on en a parlé. Mais c'est des cas qui arrivent quasiment au quotidien. C'est des violences qui sont aujourd'hui même banalisées par nos propres enfants, qui rentrent dans le quotidien de ces gamins-là. Et nous, moi, en tant que maman, en tant que sœur qui a suivi le parcours de mon frère, qui me racontait aussi à l'époque, et même moi qui étais proche de lui, avait du mal à y croire. Et je peux comprendre que certains ont du mal à y croire, ceux qui ne sont pas forcément touchés par cette violence, ou leurs gamins ne sont pas forcément touchés par cette violence, de se dire que certains comportements de ces policiers puissent être violents. Il faut le voir pour y croire, et nous, le constat qu'on fait, un constat amer qui, depuis quelques années, on se rend compte à travers les différents témoignages que nous recevons, les vidéos, que cette violence, elle existe bel et bien. Aujourd'hui, grâce à notre mobilisation et grâce à notre détermination et grâce aux récits qu'on peut raconter de nos histoires, c'est quelque chose qui
qui est un peu plus rendu public, c'est-à-dire que aujourd'hui les gens s'en rendent compte, et grâce aux réseaux sociaux et grâce aux médias aussi indépendants qui nous donnent la parole. Mais il faut continuer, et c'est pour ça que le 21 avril, c'est important de se mobiliser. Donc on a besoin de vous, donc de tous ceux qui se sentent concernés par le droit des enfants, contre le racisme, contre l'islamophobie, et que ce droit, c'est un droit fondamental de la protection des enfants, et que nos enfants ne doivent plus être considérés comme des adultes, mais considérés comme des enfants. Mais c'est vrai ce que vous dites, je vais dire quelque chose pour prolonger. C'est vrai que cette dernière année, mais c'est une dynamique qui s'enclenche depuis longtemps, depuis quelques années, depuis l'état d'urgence, depuis les attentats, l'arsenal sécuritaire, les politiques de prévention de la radicalisation, que ce soit à l'école, que ce soit dans les prisons, etc. Donc ça, je vous rejoins là-dessus. Et c'est vrai que, en tout cas, depuis la mort de Nahel en juin dernier, il y a eu les émeutes. Et ensuite, rappelez-vous, ce chiffre flash qui paraissait aux infos en répétition, de dire... Ils étaient surpris de voir que c'était des jeunes. Ils étaient surpris de voir que c'était des jeunes. La tranche d'âge, c'est 13 ans. C'est même plus jeune, parfois, une dizaine d'années. Ouais. Il y avait des ados, des pré-ados, mais les émeutiers étaient très... Oui, attention, bien parler dans le micro. Les émeutiers étaient très jeunes. Et je termine. Juste, donc il y avait ce chiffre flash qui paraissait en boucle, et ensuite il y a eu cette réponse-là de dire il faut qu'on réponde à ça, à ces jeunes-là qui se révoltent, qui sont pas disciplinés entre guillemets. Et même récemment, il y avait encore Dupond-Moretti qui passait sur France Info dans une interview et qui disait que voilà, il y avait une réflexion à ce sujet-là, qu'ils envisageaient de mettre en place des centres de réinsertion pour les ados qui auraient qui seraient issus de familles monoparentales avec des mères femmes de ménage. Enfin, il allait jusqu'à dire des propos comme ça quand même. Donc voilà. Du coup, justement, sur cette loi qui criminalise donc les parents aussi, qui criminalise d'une certaine manière, c'est-à-dire que les parents sont responsables des bêtises de leur enfant. Un enfant peut faire des bêtises, c'est juste normal. Je veux dire, il peut faire des bêtises à Mantes-la-Jolie, comme il pourrait en faire dans un petit village du Vercors. Enfin, c'est un enfant. Et sur cette loi, c'était Aurore Berger, elle a pris en exemple, et ça c'était horrible, la mère de Nahel. Ah oui. Ce projet de loi, quand il a été présenté, au calme, voilà, il a été illustré par l'affaire Nahel. Donc voilà, la mort de Nahel, sa mère, Mounia, elle en est indirectement responsable. En plus, tu vois, famille monoparentale, etc. Donc, je vais reprendre un peu sur ce que tu disais un peu avant, c'est pas d'aujourd'hui, effectivement, mais sur l'agenda islamophobe, on l'a abordé vite fait hier, moi, dans un petit texte, mais je voudrais vraiment qu'on... alors, l'appel, on parle des racismes, mais aujourd'hui, en fait, le racisme institutionnalisé, le racisme d'État, donc l'islamophobie d'État, celle qui fait le plus de dégâts, nos enfants, c'est celle-ci. C'est celle-ci, donc avec la rentrée à Abaya. Ensuite, après la mort d'un professeur, il faut savoir qu'il y a eu plus de 400 signalements. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 400 signalements d'enfants qui n'auraient pas respecté les fameuses minutes de silence. Il y a dans certaines villes, et ça, il faut qu'on écrive une tribune là-dessus, il y a des centres de déradicalisation. Il va y en avoir un à Mantes-la-Jolie, je vous le dis comme ça en exclu. Oui, je sais. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Donc voilà, tout ça cumulé. Nous, on peut pas laisser faire. N'importe quel adulte aujourd'hui normalement constitué devrait voir qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a la France, le gouvernement français en fait, qui est en train comme ça de dessiner une espèce d'axe du mal, comme ça, dans l'intérieur de nos frontières, et nos enfants font partie des premiers, ils sont désignés comme ennemis de l'intérieur, presque dès la maternelle, et la volonté de silencier ces voix-là, parce que ça aussi c'est une forme de violence, notamment sur la séquence Palestine par exemple. Là aussi, il y a eu des signalements pour apologie du terrorisme dans des collèges, dans des écoles primaires. Et aujourd'hui, en fait, ces voix silenciées, et donc cette volonté de faire taire les enfants est
indirectement en fait de faire taire les parents, c'est-à-dire que on était déjà des sujets politiques sans voix, disons, mais là c'est carrément, enfin c'est plus sans voix, c'est-à-dire qu'on voudrait en fait nous effacer complètement du champ pas que politique, mais du champ, c'est-à-dire que même dans les écoles en tant que parents, on voudrait plus nous voir en fait. Et ça en fait une tentative de nous déposséder de ce que nous aujourd'hui on a de plus cher, nos enfants, et l'éducation qu'on souhaite leur transmettre ou leur donner. Et ça aussi, je veux dire, si on n'alerte pas, et notamment via cet appel, on va être aussi dépossédé de ça. C'est-à-dire transmettre nos cultures à travers le culte ou d'autres choses. Ça deviendra, en fait, ce sera vu par l'institution qu'est l'école, et via la volonté de l'État, comme un danger pour la République. Et ça, ce qui est aussi, je pense que ce que les profs ne saisissent pas aussi, c'est que les professeurs, dans les écoles, en fait, participent à cela. Donc moi, j'ai envie de leur dire, enfin, vous manifestez pour plus de moyens, mais aujourd'hui, en fait, vous êtes les personnes, en fait, qui signalaient nos enfants, etc. Enfin, une espèce de truc, et souvent, les profs de gauche, très bien, mais ils ne se rendent pas compte. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils participent à un système en fait, qui discrimine et qui viole les droits les plus fondamentaux de nos enfants. Ça passe par l'intégrité morale et parfois physique, quoi. Amal, tu veux peut-être compléter ? Oui, à travers les médias, à travers toutes les lois ou les projets de loi qui sont en attente. C'est-à-dire qu'on réagit toujours à un événement dramatique pour légiférer, pour jeter en pâture nos enfants, nos gamins des quartiers populaires, racisés, musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui pèse aussi. Moi, j'ai mon fils Amine qui a 10 ans, qui se pose plein de questions aussi aujourd'hui et qui me dit pourquoi on n'a pas le droit de dire qu'on est musulman. C'est presque cacher sa religion, ne pas en parler pour éviter. Donc on en arrive là, quoi, pour le préserver aussi de toute cette violence qui pourrait le toucher indirectement, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas de quel bord politique sont ces enseignants, et puis même à travers les médias dominants au quotidien. S'il n'y a pas les musulmans, s'il n'y a pas les quartiers, il n'y a pas d'actualité, en fait. Et ça, et c'est la raison pour laquelle on doit se mobiliser. C'est très important de se mobiliser et dénoncer, puisque on a assisté à toutes ces lois liberticides et sécuritaires, mais là, c'est presque de la banalisation. En fait, c'est presque normal qu'un gamin de 10 ans, 11 ans soit interpellé parce que sous prétexte qu'il joue à cache-cache et que il aurait été surpris en train de prier. Donc voilà, on en est à des fantasmes, en fait. C'est vraiment un fantasme sur nos gamins, sur les musulmans. Et ça devient dangereux. Donc il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise contre le racisme, contre cette violence institutionnelle, contre cette violence journalistique, des médias de propagande, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Et que le 21 avril, on a besoin d'être ensemble. Et c'est aussi symboliquement, donc c'est la date anniversaire de la mort de mon frère, pour dire qu'à l'âge de 13 ans, et moi je me souviens, à cette époque, quand j'avais interpellé ce juge, où je lui avais dit mais vous vous rendez pas compte, en fait, vous envoyez mon frère qui a 13 ans, il a fait 6 mois de prison ferme. Vous allez le condamner, en fait. Et cette lettre, j'ai une copie à la maison, elle est restée muette. Et après, on sait ce qu'il est devenu, et pour être tué sur le bord d'un trottoir. Et c'est ça qu'on veut plus, en fait. On veut que nos gamins soient protégés, qu'ils soient considérés comme des enfants et qu'ils écopent pas de peine d'adultes, en fait.
qu'un gamin d'un quartier ou d'un gamin d'un autre quartier soit considéré de la même façon et qu'on ne tienne pas compte de ses origines ou de l'endroit d'où il vient ou de sa religion. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que la raison, si vous avez choisi d'axer sur les enfants, est-ce que c'est parce que vous avez le sentiment que c'est un peu oublié ou que c'est-à-dire que, enfin j'ai le sentiment que bon, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a de l'islamophobie, on dénonce l'islamophobie, les racismes, etc. Mais que là, axé sur les enfants, je trouve ça intelligent parce que ça permet d'incarner des problématiques très concrètes. Tu vois, tu parles de l'école, on parle des violences policières, on parle de la prévention de la radicalisation. Pour moi, là, j'ai beaucoup d'images et c'est très concret, en fait. Est-ce que c'est pour ça que vous avez essayé d'axer ? Très fine, Mariam. C'est souvent un angle mort, en fait, dans les luttes, dans les mobilisations. Donc, oui, parce que tu parles de... C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, l'institution qu'est l'école, c'est la mère de toute la violence. C'est même le berceau, tu vois. Puis après, il y a tout le reste. Et finalement, en fait, ils grandissent, nos enfants se construisent. Il y a des étapes. Donc, la première violence... elle est subie via l'institution qu'est l'école, et puis ensuite, il y a l'adolescence, donc c'est l'institution policière, et ensuite, en fait, tu vois, ça va comme ça jusqu'à la construction, jusqu'à l'âge adulte, si ils arrivent à l'âge adulte. Et j'ai aussi l'impression que ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre ou de s'exprimer dans le champ politique. Enfin, c'est ça qu'on a à l'école, on apprend à être des citoyens, mais on n'est pas encore des citoyens, c'est-à-dire qu'on subit, on bouffe tout, et on verra la suite, quoi. Il y a la fragilité qui est due à l'enfance, à l'âge. Et puis du coup, cette mobilisation, Amal, elle l'a dit aussi tout à l'heure, ne pas attendre, parce que souvent, en fait, on attend le prochain mort. Et moi, je trouve ça morbide, quoi. Et voilà, se dire, voilà, on marche, et on alerte, mais on alerte n'importe qui, le premier kidam venu. Enfin, tu vois, il faut que cet appel, il faut qu'il touche la société civile dans son ensemble, en fait. Il faut qu'il trouve écho dans les moindres recoins comme ça, parce que c'est pas, nous en tant que mère, mais pas que. Je veux dire, t'as des voisins, t'as des cousins, t'as des petits frères. Enfin, on a tous les enfants des voisins, des voisines. Il faut vraiment saisir en fait le danger qui touche les plus jeunes. Et juste sur... Après, je vous laisse conclure. Ouais, Amal, elle va conclure. Moi, on n'a pas beaucoup parlé de la séquence émeute après la mort de Naël, mais il y a un proverbe que je trouve beau. C'est un proverbe africain qui dit que l'enfant qui n'est pas embrassé par tout le village finira par le brûler. Ah, c'est bien. Voilà. J'aime bien. Merci beaucoup. En tout cas, après chaque la dernière séquence après la mort de Naël, c'est un peu ça, en fait. Moi, j'ai observé de cette manière. Je veux dire, il y a la mort de Naël, mais il n'y avait pas que ça. Oui, il faut vraiment que ça soit une réponse politique aussi, qui a un engagement aussi politique de nos gens, des gens issus de l'immigration aussi, qui s'engagent pas assez, je trouve, politiquement, parce que évidemment que ces lois, elles sont votées au Parlement, c'est des gens qui ont été élus, et donc il faut qu'on ait conscience de ça aussi, de ne plus subir ces lois, et le fait de ne pas voter fait qu'il y en a d'autres qui votent, et votent, on le voit, il y a une montée de l'extrême droite, mais sans la montée de l'extrême droite, on n'a pas besoin il y a un gouvernement de droite qui vote des lois aussi extrêmes que celles de l'extrême droite. Donc ça, il faut qu'on en ait conscience aussi politiquement. Et la date symbolique, donc, c'est aussi 3 ans avant les élections présidentielles, puisqu'elles ont lieu à cette même date, le 21 avril 2024, donc en 2027. Donc ça sera à 3 ans la date des élections. Et j'ai envie de dire que il faut qu'on soit nombreux et nombreuses à se mobiliser pour nos enfants, parce que nos enfants ne doivent plus subir cette violence institutionnelle, cette violence étatique, cette violence des médias, et qu'on est avec eux et qu'on les soutient. Et nous, on est passé par là, on sait ce que c'est, on sait que il peut y avoir des dégâts psychologiques pour certains.
La majorité, heureusement, s'en sortent, mais il y a aussi une minorité qui prend cher et on a envie que cette minorité aussi puisse avoir la chance de s'en sortir aussi dans ce pays. Merci beaucoup. Je vous remercie toutes les deux. Merci. Et donc notez les agendas, 21 avril. Merci beaucoup. Merci.